Demi-finale de folie en Super Coupe d'Espagne et le Real Madrid s'est imposé une fois de plus face à l'Atlético de Madrid dans un match à élimination directe. Victoire 5 buts à 3 au bout des prolongations. Retour sur cette partie, c'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Très très ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief en compagnie de Jota où on va revenir sur ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid qui a été complètement fou. Mais d'abord, salut Jota, comment ça va? Écoute, ça va évidemment super comme tous nos auditeurs, j'imagine. Un très très gros match pour démarrer cette super coupe. Donc voilà, ça nous laisse présager de très belles choses avec, je l'espère, une issue positive. Ouais, bon, comme d'habitude, allez, petit résumé du match rapide. Et on va assister à une première période assez folle, hein, ouverte et avec des rebondissements déjà dès les premières minutes de jeu. L'Atlético va ouvrir le score sur corner dès la 7e minute de jeu. Donc, avant que le Real Madrid renverse le score grâce à Rudiger puis Ferland Mendy, le Real semble avoir la maîtrise du match alors, mais Griezmann va égaliser à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Très beau but et donc 2 buts partout à ce moment-là. En deuxième, on part sur un match plus fermé, plus tactique, on va dire. Et il faudra attendre la 80e minute de jeu, plus ou moins, pour voir l'Atlético reprendre l'avantage. Sauf que logiquement, enfin, je trouve, Carvajal va finalement envoyer les deux équipes en prolongation. Dans des prolongations, il ne va pas se passer grand-chose parce que l'Atlético ferme le jeu. Le Real Madrid a une possession stérile et puis le goal, le but de Rosselló, enfin pas vraiment à la 115e minute de jeu, c'est plutôt un contre son camp. Mais en tout cas, la présence de Rosselló dans cette surface de réparation a pesé incontestablement. Brahim ajoutera le cinquième dans la toute dernière seconde de jeu et le Real Madrid est donc en finale de Super Coupe d'Espagne. On connaîtra l'adversaire demain. Rota, c'est quoi ton ressenti là à chaud? Pas très satisfait de cette victoire parce que j'ai bien cru que l'Atlético allait être notre bourreau de la saison en nous battant deux fois en deux matchs. Et pour le coup, je l'aurais estimé très immérité cette défaite quand l'Atlético commence à enfin reprend l'avantage à la 80e minute de jeu. Je trouve que c'est contre le cours du jeu parce que très clairement, ils ont quatre occasions, cinq occasions peut-être dans le match. Ils mettent trois buts et je trouve que c'était vraiment contre le cours du jeu comme je viens de le dire. J'ai trouvé qu'on a fait une très bonne première période. Il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, il y avait des intentions, il y avait un peu de folie aussi. Mais je trouve qu'on débute bien le match. On prend aussi un but un peu contre le cours du jeu. Et puis on se remet assez vite la tête sur les épaules. Donc beaucoup de satisfaction dans la première mi-temps. Comme tu l'as dit en seconde, un jeu un peu plus fermé, mais je trouve qu'on est encore au-dessus. Et puis on prend ce but un peu malheureux. Fort heureusement, on parvient à égaliser parce que ça m'aurait, comme j'ai dit, ça m'aurait vraiment fait chier de perdre ce match. On arrive à égaliser. Et puis voilà, on arrive également physiquement, comme bien souvent, face à l'Atlético, ça est souvent arrivé en Ligue des Champions. On profite un petit peu de la prolongation pour les avoir à l'usure. Et voilà, ça a souri avant la séance de tir au but qui, encore une fois, aurait pu tourner de l'autre côté. Donc, très ravi de cette qualification en finale de Supercoupe. Très logique, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Voilà, que dire, on est content ce soir. En vrai de vrai, si ça part au tir au but, t'es confiant ou pas? Je suis un peu mitigé, tu vois. Encore une fois, je regardais le match avec mon père et je disais, on remporte souvent nos duels au tir au but face à l'Atlético, mais j'avais peur que ça change. J'avais peur que voilà, la série s'arrête un petit peu, donc ça m'aurait fait chier. Kepa face à Oblak, c'est pas deux grands gardiens sur penalty, mais je pense que je mets Kepa encore moins bien qu'Oblak, donc ouais, j'étais pas super serein sur une potentielle séance de tir au but. Ouais. Ouais, bon, on y reviendra sur Kepa. Un mot d'abord sur le 11 de départ, puisque Carlo a un peu créé la surprise au milieu de terrain en sortant Toni Kroos pour Luka Modric, en remettant Aurélien Tchouaméni au passage, Mendy bien titularisé sur le côté gauche de la défense. Alors, c'est toujours facile de parler après le match, mais honnêtement, même avant le match, je te l'aurais dit, moi, Kroos, c'est vraiment pas le joueur que j'aurais sorti de ce 11 au coup d'envoi. Non, c'est toi qui étais le plus proche du 11. Hein. Tu avais annoncé Kepa, tu avais annoncé bon, même Mendy, tu étais hésitant avec Kamavinga. Et c'est vrai que
On n'avait pas vu seulement Tony Kroos, ouais. Je l'aurais pas sorti. Et puis, de toute façon, il nous aura encore donné raison à son entrée. Pour moi, il a changé le match, hein. C'est l'un des joueurs qui a changé le match, clairement. Alors après, c'est toujours plus facile quand une équipe est un peu éreintée, un peu fatiguée de s'imposer, notamment au milieu de terrain. Mais voilà, c'est pas le joueur que j'aurais choisi. Encore une fois, comme tu viens de le stipuler, c'est facile de parler après match, mais Tchouaméni, Modric font pas un bon match du tout, les deux. Donc, je trouve que forcément, ça a pas été top. Mais voilà, il y a aussi un turnover qui est logique. Tony Kroos, il n'est pas souvent reposé par rapport à Modric notamment. Et puis il enchaîne et il a quand même un âge avancé. Donc voilà, j'aurais pas fait ce choix-là, mais ça m'a pas choqué non plus, encore une fois. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de tourner. La saison est encore longue, on est début janvier. Donc voilà, c'est un choix comme un autre. Je m'attendais un peu plus à voir Lounine que Kepa plutôt que de voir des changements au milieu de terrain. Mais voilà, en tous les cas, ça nous a souri sur la fin de match. Dieu merci, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu tiré par les cheveux ce milieu de terrain. Ouais. Ouais, et puis Modric, il est quand même plutôt sur une bonne dynamique, donc il n'y a pas non plus de. Enfin, j'étais pas scandalisé non plus au coup d'envoi, puis je comprends un peu l'idée d'avoir un Luka Modric qui s'insère un peu plus entre les lignes, tout ça, plutôt qu'un Kroos qui pourrait potentiellement souffrir, qui aurait pu souffrir sur les transitions défensives, puisque l'Atlético a quand même bien négocié ce point-là. Mais effectivement, on est plutôt d'accord, c'est toujours plus facile de parler après le match. Autre point qu'on avait évoqué dans la preview. Heureusement que j'avais dit attention au centre, coup de pied arrêté. Visiblement, Carlo Ancelotti n'a pas diffusé notre preview dans le vestiaire. Ouais, après, si tu parles du but, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je suis pas forcément d'accord avec 98% des gens. Il est léger, Kepa sur le but, c'est clair, hein, sur le duel avec Morata. Maintenant, il y a une règle dans le foot qui est très simple. Le gardien dans les 6 mètres ne doit pas être touché. C'est-à-dire que même s'il est touché avec l'oreille, il y a faute. C'est comme ça. La règle, elle est telle qu'elle est. C'est pas moi qui l'ai faite. Je dis pas qu'elle est juste, mais il est touché à 150 000 fois. Donc, pour moi, c'est coup franc. Après, évidemment qu'il est léger. Évidemment qu'en première ligue, ce genre de choses, c'est pas sifflé. Il vient de Chelsea, il doit pas se faire bouger comme ça, il est hésitant. Donc voilà, c'est une vraie erreur, c'est certain. Je pense que de toute façon, que ce soit Lounine ou Kepa, même si je les aime bien les deux et qui sont très sympas, je pense qu'on attend tous le retour de Thibaut Courtois qui, pour le coup, fait l'unanimité et est largement au-dessus de ces deux portiers-là. Mais oui, c'est sûr que Kepa sur ce duel-là, il est peut-être pas exempt de tout reproche. Maintenant, je trouve la décision quand même voilà, assez difficile à encaisser. Je pense que jamais de la vie on nous siffle ça. Si c'est de notre côté Real Madrid, c'est jamais sifflé. Je me rappelle encore ne serait-ce que d'un duel de Bale avec Jordi Alba sur un potentiel ascenseur où il y avait rien du tout il y a quelques années. Alors vraiment sur un gardien touché, jamais de la vie si elle est de l'autre côté, enfin le but est accordé et ça aurait été sifflé tous les jours. Donc voilà, je pense que je vais me faire un peu tailler parce que tout le monde va s'insurger contre Kepa, mais pour moi, il est très léger, certes, mais pour moi, c'est faute en tout cas. Ouais. Pour moi, non, c'est pas faux, surtout que Morata, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas revu énormément de ralenti, j'avoue, mais j'ai pas l'impression qu'il fait de geste, j'ai l'impression qu'il se met un peu statique. Puis, bah, de toute façon, pour moi, qui est pas le gardien dans les 6 mètres, il doit tout défoncer, puis c'est tout, il doit s'imposer, il n'y a pas Ça, c'est sûr. de. Bon, puis après, il y a aussi un peu de malchance. Je sais même pas si c'est son pied, ça rebondit sur son pied au final, ou Rudiger, j'ai même C'est ça, pas. ouais, c'est plutôt C'est lui, son pied. visiblement. C'est plutôt lui que Rudiger, ouais, ouais. Ouais. Bon. Il y a, C'est le il y a, destin qui a voulu. il y a aussi un peu de poisse, faut le reconnaître. Ouais. Ouais. Parce que ça tape le. Parce que même si son intervention elle est pas ouf, il a réussi quand même à la dégager finalement. Donc c'est vraiment pas de bol que ça repart sur son pied et que ça repart Ouais, bien dans le sûr. poste. Après, c'est sûr que c'est un but qui peut coûter très cher, hein. C'est une erreur qui peut coûter très cher. Et je pense qu'à l'instar d'Iker Casillas sur la finale de Ligue des Champions, bah, il est sauvé par les siens un peu de temps après, fort heureusement. Mais tu vois, pour rester un peu sur Kepa, vu on est dessus, même sur le deuxième but de Griezmann, alors je suis peut-être un peu trop dur, j'ai peut-être le curseur trop élevé par rapport aux habitudes qu'on a avec Thibaut Courtois, même si je suis le premier à répéter sans cesse qu'il faut pas les comparer parce que Courtois c'est un ovni, c'est le meilleur gardien du monde. Mais j'ai quand même l'impression que même sur le deuxième but, franchement, Kepa peut mieux faire. En tout cas, moi je suis insatisfait de son match, très clairement. Et je pense qu'il a perdu de gros points là, pour la suite.
Alors moi, je suis pas d'accord. Là, on rentre en désaccord. Je suis pas d'accord. J'ai aussi lu que sur le premier but, il était statique. Sur le Premier, premier non. but, je trouve qu'il fait une parade sensationnelle déjà sur le corner. Je pense que c'est Nacho qui a blâmé sur le premier but, Hmm. qui n'est pas au marquage, qui est en retard. Et puis même de manière générale, c'est toute la D'accord. défense. Sur le deuxième but, c'est pareil. Bon, on en a parlé un petit peu en privé avant le débrief. Je pense qu'il y a trois joueurs qui se font casser le cul. Donc s'il y a des joueurs à plutôt sur lesquels rejeter la faute, c'est pas sûr qu'il pas. C'est une frappe à 16 mètres. Je trouve le but de Griezmann sensationnel. La frappe, elle est sèche, elle est limpide. Peut-être que Courtois là, ok, mais c'est peut-être aussi l'un des seuls gardiens qu'il a. Donc non, je le mettrai pas fautif là-dessus. Autant sur le troisième, je peux comprendre ceux que ça choque et ceux qui pensent qu'il n'y a pas faute. Autant sur les deux, non, je trouve que tu es sévère, honnêtement. Je le mets pas fautif numéro un sur le deuxième but, hein. Loin de là, je suis d'accord avec toi. Modric, il se fait enrhumer facilement. Rudiger, il a aussi une lecture du jeu qui est très contestable puisqu'il part sur le côté droit. Bon, après le geste, mais après, il faut aussi reconnaître que Griezmann, ce qu'il fait, c'est absolument Le magnifique. but est incroyable. Il faut aussi reconnaître quand c'est l'attaquant qui fait bien les choses bien. C'est pas toujours forcément non plus des grosses erreurs défensives, même si là, en l'occurrence, c'est quand même celle de Modric qui est mou et Rudiger, comme je l'ai dit, son placement. Mais ouais, pour rester sur, voilà, pour finir sur Kepa, en tout cas, j'ai pas été convaincu par son match. Je trouve qu'il doit en sortir au moins une, quoi. Donc voilà, quoi. Mais après, pour rester sur les mauvaises perfs, tu as parlé un petit peu de Nacho déjà. Pareil, je le mets plutôt dans les flops sur ce match. Je le dis sur le premier but, il a la ramasse. Sur le deuxième, il n'est pas non plus, enfin, c'est pas forcément plus le premier fautif, mais pas Nacho, voilà. Comment tu le places? Ouais, sur l'ensemble de son match même, et je vais même dire depuis qu'il est titulaire dû aux blessures, et pourtant vous savez l'amour que je vois à Nacho, hein, je suis un très très grand fan de Nacho, ça fait 4-5 matchs qu'il est à côté de la plaque. Cette saison, si on résume un peu, il y a deux cartons rouges totalement idiots, le deuxième il prend qu'un match, pour moi c'est un miracle de la nature. Il doit en prendre trois ou quatre, sa faute est horrible et on aurait dû ne pas l'avoir, je pense. Même le Et puis premier, là, hein. ça fait trois matchs. Même Ouais, le même le premier. premier déjà, hein. Le premier déjà, il doit Il en prend prendre, que il doit deux. prendre plus. Ouais. Il en prend que deux, Ouais, mais il en prend deux et un, alors qu'il doit prendre, je pense, 3 et 4 ou 4 et 3, mais il doit prendre bien plus que ça. Et puis même les performances, les dernières performances, les dernières sorties, il y a beaucoup moins de sérénité, je le trouve beaucoup moins mobile, je le trouve assez proche du porteur du ballon, il donne moins de solutions, je le trouve moins bon dans le placement. Je crois qu'il y a un moment sur un débordement de Griezmann où Carvajal revient en taclant, c'est lui qui couvre de 2-3 mètres. hmm, Il y a l'intervention sur le premier but, enfin ça fait beaucoup. Honnêtement, dans ce match, ça fait beaucoup et ça fait 3 ou 4 matchs que ça fait beaucoup. Euh, donc voilà, lorsque Militao va revenir avec l'état de forme de Rudiger, Nacho, je pense que là, il n'aura pas à être surpris de ne plus être titulaire et d'avoir beaucoup moins de temps de jeu. Est-ce que ça pesera d'ailleurs dans la balance et dans son choix de continuité ou non? Je pense que voilà, si ses perfs sont un peu en deçà, soit la direction le lui fera comprendre, soit lui peut-être prendra conscience, mais je pense que cette saison, pour le moment, elle est pas sublime, mais c'est certainement sa pire. ouais, ce que j'allais dire, c'est sûrement sa pire saison et c'est hyper décevant parce qu'en plus, c'est dans une saison finalement où il a le plus d'ouverture pour s'installer sur plusieurs mois de compétition et il passe complètement à côté. Puis pour le coup, Il il a prend de vraiment. l'âge aussi, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, hein, parce que Nacho a toujours été un guerrier qui répondait présent à chaque fois qu'on faisait appel à lui. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu de fatigue. Je l'espère en tout cas, parce que vraiment sa saison, elle est vraiment en deçà de ce qu'il est capable de faire. Ouais, bon, pour continuer un peu sur les aspects négatifs, après, on parlera évidemment du positif et il y a si beaucoup de choses à dire sur le positif, mais pour aller finir sur cette partie un peu négative, sur les un petit peu moins. Bah, tu l'as aussi un peu effleuré, le duo Chouameni-Luka Modric qui était aussi un petit peu en dessous sur ce match. Ouais, Tchouaméni, ça a été compliqué, je trouve. Pas beaucoup de récupération de balles, pas mal de déchets. Alors c'est pas un match catastrophique, il revient de blessure, c'est pas un mauvais match non plus, mais voilà, je le mettrais en correct moins, tu vois, je le mettrais en passable, on va dire, Hmm. mais je l'ai trouvé quand même assez en difficulté, en manque de repères aussi au milieu de terrain. Alors peut-être que l'animation globale du milieu de terrain le mettait pas forcément dans de bonnes conditions, mais là où on l'attend un peu plus que Kroos, c'est-à-dire dans ce genre de match où il a affaire à un milieu très intense et très compact, on attend de lui qu'il soit très présent. Bah il m'a un peu déçu. Je trouve qu'il a un petit peu manqué. Et puis Modric qui restait sur des belles sorties. Modric, c'était très très compliqué, je trouve. Beaucoup 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 de déchets en première mi-temps. Et puis pas bien mieux en seconde. Donc ouais, un match sans, ça peut arriver aussi. Je veux dire, Modric, il a plus 20 ans et c'est assez
est assez logique. Mais ouais, ce duo a pas forcément fonctionné. Et puis surtout, je pense qu'ils ont été, on y reviendra un petit peu après, mais ils ont été éclipsés par le troisième homme de ce milieu de terrain, Fede Valverde, qui lui, pour le coup, a brillé pour les deux autres, parce qu'il a été absolument exceptionnel. Est-ce qu'il y a un autre aspect un peu négatif que tu veux aborder sur ce match? Tactique, une performance, le coaching de Carlo Ancelotti, je pense, que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas apprécié plus que ça. Il y a deux autres performances, mais ça vient quand même un peu, c'est un peu moindre, hein, mais Bellingham, je l'ai trouvé pas dans dans ses meilleurs jours, pas C'est vrai. dans un grand état de forme, à part sur la fin, sur la prolongation, je le trouve un petit peu plus actif, mais sinon il était assez discret. Et puis Vinicius, pareil, capable de déborder et d'éliminer de temps à autre, mais ça reste vraiment très léger sur un match comme ça. Je trouvais il a été absent et je l'aurais sorti bien avant la 105e minute personnellement. Et puis oui, les choix de Carlo Ancelotti, je veux dire, quand tu attends de prendre le troisième but pour faire des changements, il en avait fait qu'un jusqu'ici, c'était l'entrée de Kroos. Et puis que c'est son changement de latéraux, latéral gauche qu'il adore, Kamavinga pour Mendy, son seul et unique changement juste après ce but encaissé. Voilà, je me dis que si jamais ça sourit pas, bah il sera encore pointé du doigt et il chatte beaucoup. Je trouve qu'il chatte beaucoup parce qu'il a des soldats qui sont incroyables, mais je trouve qu'il a fait de très mauvais choix. Et puis voilà, si on veut aussi en revenir un peu sur ce qu'on a dit juste avant, le choix de Kepa pour Lounine, est-ce qu'il était réellement bon, sachant que Kepa prend un but, a priori, et selon 98% des gens, bah, plus que contestable. Voilà, ça fait deux, trois mauvais choix. Donc quand il fait de très bons choix, on le dit, on l'a très souvent dit cette saison, là c'est peut-être un match où les choix n'étaient pas bons. Non, je suis d'accord avec toi. Brahim Diaz, il doit rentrer au moins 10 minutes avant. Enfin, tu peux pas le laisser, tu peux pas le faire rentrer à la 80e minute de jeu, même si évidemment qu'il anticipait une potentielle prolongation, ce qu'il a eu. Mais bon, Mais toujours est-il. on peut pas anticiper des prolongations, ça se passe pas comme ça. Enfin, non. On est le Real se doit de dominer, de vouloir gagner et de vouloir à tout prix éviter les prolongations, jouer 30 minutes par rapport à un match qui va se dérouler dimanche. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, j'ai rien à lui apprendre, encore une fois, hein. Je suis pas coach, je suis pas Carlo Ancelotti, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, on doit pas se dire j'anticipe. Il avait fait un changement, il en avait encore quatre. Et il en a un autre qui se débloque, un sixième qui se débloque sur la prolongation. Je veux dire, si Brahim rentre à la 70e minute de jeu, il en reste trois derrière. Je pense que ça laisse une marge de manœuvre qui est largement suffisante pour pouvoir faire la différence. Même du Arda Güler, du Dani Ceballos, je pense que ça doit entrer plutôt un peu plus tôt dans le match, pas forcément dans les 90 minutes dans le temps réglementaire, mais je pense que dès le début des prolongations, faut les envoyer parce que Fede Valverde, dont on va parler juste après, qui était totalement carbonisé. Les deux Brésiliens devant, c'est pareil, c'était quand même assez vite, enfin, ils étaient assez carbonisés, on l'a vu, c'était flagrant sur les prolongations, il n'y avait plus de jus dans les jambes. Donc je suis d'accord avec toi sur le coaching de Carlo Ancelotti. Bon, il a pris des décisions sur le début de match. Sur le 11 de départ, ça n'a pas forcément porté ses fruits de ce qu'on a vu. Le coaching, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi, assez un peu trop tardif. Donc il s'en sort, mais effectivement, si ça aurait tourné mal, je pense qu'il aurait été, il en a pris pas mal dans la tronche là sur ces heures qui suivent la rencontre. Ouais. Côté positif, maintenant, en 120 minutes de jeu, certes, mais on plante encore 5 buts ce soir, 5 buteurs différents aussi, c'est important de le noter. Et surtout, ben, on revient encore deux fois au score dans ce match. On fait la différence en fin de prolongation. On a perdu beaucoup de légendes là ces dernières années, les Benzema, les Cristiano et tout ce que les Marcelo et compagnie. On a perdu un peu tous ces joueurs-là. On a encore quelques briscards dans l'effectif, mais on est quand même clairement sur un nouveau cycle. Mais ce qu'on a vu ce soir, peut-être la confirmation, si on en avait besoin de cette confirmation, c'est que l'ADN Real Madrid est quand même toujours là dans cette Ouais, équipe. on va enfin parler du positif parce que je pense qu'on a peut-être ennuyé tout le monde, mais évidemment qu'il y a plein de positifs. On est très heureux. Il y a énormément de positifs et on va en parler maintenant. Mais oui, cette ADN Real Madrid, elle est là, toujours là et restera à jamais là. C'est certain. Et de toute façon, les joueurs le comprennent bien dès qu'ils portent le maillot pour la première fois. Ils le savent. On voit Bellingham, il l'a compris très très vite. Rudiger n'a pas besoin de ça, mais il l'a compris très très vite. Je vois que Arda Güler sur la télé turque disait
juste après le match, il disait peu importe l'adversaire, je me focalise pas là-dessus, je fais partie du Real Madrid et le Real Madrid veut battre tout le monde. C'est comme ça. Dès qu'on signe, on vous le fait comprendre, c'est forcé. Les anciens passent le relais et ça se voit encore une fois. Le Real n'a rien lâché et pourtant un but à la 80 ou 83e, bah, ça aurait pu sentir le roussi. Mais s'il y a bien un club qui n'abdique jamais et qui y croit toujours, c'est bien le Real Madrid et on l'a vu encore ce soir. Donc voilà, que dire de plus. Quand le Real est mené 3-2, je pense que n'importe lequel d'entre nous qui regardons cette vidéo devant sa télé, tout le monde y croit. Personne n'a peur. Tout le monde sait que c'est possible et tout le monde sait même que c'est possible de gagner dans les 90 minutes, même en perdant un but. Donc à partir de là, c'est que l'ADN, il est même transmis à travers nos écrans ou même quand on va dans le stade, nous-mêmes on l'a parce qu'on y croit toujours. Voilà, c'est un mode de pensée, c'est une façon d'être et voilà, ce soir, ça a encore été le cas. Et on a relevé des points négatifs. Ce qu'on peut dire aussi derrière, c'est que bah, finalement, il y a encore de la marge de progression. Parce qu'on dit, on a critiqué un peu Carlo Ancelotti sur ses choix qui n'ont pas forcément été payants, tout ça. Qu'il y a eu des erreurs défensives du gardien, enfin peu importe, on prend 3 buts. Et ça démontre aussi qu'il y a une marge de progression, parce que notamment, regarde, Tchouaméni et Kamavinga, qui ont été exceptionnels, vraiment excellents sur le début de saison, bah, ce soir, ils n'ont pas apporté grand-chose. Mais on sait que sur les semaines, les prochains matchs, peut-être même dès dimanche, c'est peut-être eux qui vont être le facteur X côté Real. Donc, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une marge de progression pour être encore plus fort. Évidemment, si Modric est en forme, si Tchouaméni est en forme, Kamavinga, si Vinicius l'est, si Rodrigo est un poil meilleur, enfin, on a une équipe Bellingham, de dingue, on va pas se mentir. Bellingham également qui est un poil en dessous. Vini, Voilà, on a une équipe de porc, vraiment, clairement, on a une équipe de malade mental. On a des remplaçants très très bons qui sont très clutch aussi. Donc voilà, il y a de quoi être très positif pour le reste de la saison. Il y a des choses à améliorer, il y a du négatif, mais il y a évidemment énormément de positif et surtout sur ce match. ouais. Et tu parles des remplaçants, ça fait partie aussi des grands points positifs. Les Brahim Diaz, les Rossellou sont des joueurs qui acceptent d'être entre guillemets en mission quand ils rentrent en cours de match. Ils savent qu'ils n'ont pas le statut, notamment pour Brahim Diaz, qui, on pourra en reparler, hein, mais sur le performance actuelle, mériterait sans doute d'être titulaire. Il l'est pas, il sait qu'il va pas l'être sur les grands matchs. Dimanche, il le sera pas, et sur les grands matchs, il le sera pas parce qu'il n'a pas le statut. Mais voilà, c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, accepte ce rôle-là et qui, bah, quand il entre en jeu, bah, il fait pas la gueule, il fait la différence. Ça fait Rosselló, partie idem. aussi de ça. L'ADN Real Madrid, c'est se conformer à ce qu'on nous donne, c'est s'attacher aux peu de minutes qu'on a, mais tenter d'avoir le meilleur rendement possible. Et ces joueurs-là l'ont bien compris. Alors, ils sont espagnols, donc peut-être que c'est aussi un peu plus inculqué dans leur culture. José Lu, c'est un joueur qui est formé à la Fábrica, donc lui, il le sait. Et puis, c'est un rêve pour lui de jouer au Real. Et puis, il sait aussi, je pense, très bien que avec un autre numéro 9, eh ben, il aurait encore plus de miettes ou il jouerait peut-être pas. Donc il s'accroche à tout. Et puis Brahim Diaz, c'est quelqu'un qui a une très très bonne mentalité. C'est un joueur qui doit être titulaire à l'heure actuelle, ça c'est certain. Mais voilà, le Real Madrid, on le dit toujours, c'est pas 11 titulaires, c'est 14, 15, 16 titulaires. Il faut faire des choix. C'est aussi ça le haut niveau, c'est que la concurrence, elle est hard, elle est ardue. Et voilà, tant mieux pour nous en tous les cas. Et puis pour eux, bah, à eux de se débrouiller un petit peu en essayant d'être le meilleur possible lorsqu'ils rentrent. Et pour le moment, ils nous le rendent bien. Mm. C'est qui ton MVP sur ce match au final? Il Pour y a moi, deux c'est gros clients. Valverde. Mm. Ouais, il y a deux gros clients, c'est Valverde et Carvajal. Quand un latéral droit met un but et fait deux passes D, forcément, il est pratiquement sûr d'être MVP. Maintenant, Fede Valverde, je regardais les stats parce que ça m'a impressionné. Déjà, il m'a impressionné par son volume de jeu. Son nombre d'interceptions me faisait, voilà, je m'interrogeais un peu pour savoir combien il en avait. C'est 21 ballons récupérés. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est Ouais. c'est hallucinant. 21? Ouais, 21 ballons récupérés, 129 ballons touchés. C'est incroyable. Et puis, il a fait pratiquement que les bons choix. Toutes ses transversales étaient millimétrées. Enfin, je veux dire, c'était un Valverde des grands soirs. Et je pense qu'il fait deux ou trois retours ultra intéressants, notamment en première mi-temps, où Nacho est un peu sur le reculoir, où Carvajal perd trois ou quatre ballons aussi en première mi-temps. C'était un peu plus compliqué. Donc ouais, je l'ai trouvé absolument stratosphérique aujourd'hui et le public, de toute façon, s'est pas trompé. Il a été acclamé à sa sortie et c'était mérité. Il était carbonisé, il faisait partie des joueurs carbonisés et honnêtement, moi, en tous les cas, à travers ma télé, j'ai compris pourquoi. Mm. Ouais, je suis d'accord. Absolument impressionnant. Et sur la première période où, notamment celui qui crève l'écran, où tu as un peu moins d'individualité qui sort du lot côté
côté Real. Lui, il crève l'écran très clairement. Après, sur la deuxième mi-temps, bon, il y a quelques joueurs qui ont un peu plus élevé le niveau, donc c'est un peu plus euh, égalisé, si je peux le dire ainsi. Mais je suis d'accord. Après, moi, je mets quand même Dani Carvajal MVP, peut-être mon côté un peu trop notation Real France, où je mets 0,5 de plus pour une passe D Et je le ou un, comprends. ou un but. Mais après, je suis d'accord aussi avec toi, sa première période, c'est pas parfait. Même sur la deuxième période, c'est lui qui offre l'occasion mince, le joueur de l'Atlético, l'ailier gauche, qui était son vis-à-vis, Loni. Ah, Lino? Lino, pardon, Ouais. qui lui offre cette occasion sur une passe complètement ratée. Mais au final, il a quand même plutôt bien géré sur l'ensemble du match. Et puis, bah, évidemment, impliqué sur 3 buts. Voilà, Son c'était. centre, son centre pour Mendy entre les jambes, c'est sa spéciale, hein. Ça fait des années où il attend que le défenseur fasse un mouvement pour mettre un ballon à terre dans cette zone-là qui est très dangereuse. L'amorti poitrine et le centre sur Rossellou, c'est divin. Et puis la patate qu'il envoie sur le but. Non, non, mais c'est un match évidemment grandiose. Quand on est latéral droit et qu'on est sur 3 buts, évidemment, c'est exceptionnel. Enfin, moi, je joue ce poste en amateur. Le jour où je fais 3 stats, les gars, je serais déjà très content. Lui, il le fait dans un match de Supercoupe, dans un derby. Donc, c'est évidemment incroyable. Ouais. Après, ça, je regardais un petit peu ce que se disait, ce qui se disait en Espagne, notamment sur Marca, tout ça, qui n'était pas tellement convaincu du match de Rodrigo. Moi, Rodrigo, je les mets quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Notamment sur la première période, c'est quand même lui qui est le plus tranchant, puis le plus dangereux sur côté Real, parce qu'on l'a dit, Bellingham un peu moins en vue, Vinicius pareil, un peu moins efficace dans ses dribbles, tout ça, dans ce système-là. Lui, il se crée quand même deux énormes occasions, puis la deuxième, s'il la met, attention, elle fait le tour du monde celle-là pendant 8 ans et demi. L'arrêt miraculeux Il doit pas la de louper. Oblak. C'est vrai qu'il doit pas la louper. Il tente un contre-pied où là, j'estime il doit mettre une patate. Il doit la mettre. Il est quand même entre le point de pénalty et les 6 mètres. Mais par contre, l'action est sensationnelle. Je pense honnêtement, même si c'est juste, il peut obtenir un pénalty sur son crochet en début de match. Ah, il y a faute, pour moi, Voilà, il y a faute. s'il y a péno, c'est pas scandaleux en tout cas. Et oui, pour moi, clairement, offensivement, parmi les trois, en tout cas, Bellingham, Vinicius et lui, c'était clairement, même là, assez largement, à mon sens, le plus dangereux. Et techniquement, voilà, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité. C'est pas son meilleur match de la saison, clairement, il est capable de mieux, mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même une copie plutôt correcte qui rend. Ouais, c'est convaincant. Pareil, c'est convaincant Antonio Rudiger qui marque son. Enfin, il a pas joué en Copa, mais il marque pour le deuxième match consécutif où il est titulaire. Si le mec il se commence à marquer comme Bellingham, ça va devenir compliqué à gérer en face pour les adversaires. Ouais, il y avait, je crois que c'était As qui faisait ça après son but de la semaine dernière, qui disait Rudiger, c'est la tête vers l'arrière et la tête de devant également. Et c'est vrai, dans le domaine aérien, on sait qu'il est précieux derrière. Et puis s'il commence à mettre des buts, parce que pour moi, il avait le syndrome Varane, hein, Rudiger, jusqu'ici. Rudiger, c'était je prends 9 corners sur 10, par contre, je cadre pas une fois. C'est ce qu'a fait Varane pendant 150 ans au Real. Mm. C'était la même chose. Là, il commence à marquer. Et puis voilà, on sent qu'il a confiance, c'est un mort de faim. Même en deuxième mi-temps, il perd un ballon à un moment donné. Il fait une course sur Griezmann. On voit qu'il est 3 fois plus frais que lui. Il a 3 mètres de retard. Il finit 2 mètres devant lui. Enfin voilà, c'est lui pour le coup. On parlait d'ADN Real Madrid. Lui, il l'a. Alors après, je pense qu'il a une ADN dalle et une ADN foot tout court, mais il a une ADN Real Madrid incroyable. Il est allé provoquer Morata. Enfin, c'est subtil. Il a son sourire. On n'a même pas envie de lui en vouloir. Parfois, il me rappelle un peu Pépé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frein, mais par contre, il sait ce qu'il fait. Et ouais, je le trouve très bon. Je trouve qu'il y a deux, trois relances un peu timides aujourd'hui, mais dans l'ensemble, c'est encore un match de génie. Et puis pour souligner un petit peu le truc, autant j'adore le jeu long, jeu court de Tony Kroos, autant sur les coups de pied arrêtés, ça fait des années que je le dis. Modric sur les corners, largement meilleur que Tony Kroos, et ça fait deux qui délivrent à Rudiger. Et pour moi, c'est pas le fruit du hasard. Je pense que quand les deux sont titulaires, je mettrai Modric. Ça n'arrivera pas, on le sait, mais je trouve que Modric frappe bien mieux les corners que Toni Kroos. Mm. Ouais, c'est une piste à creuser. Jamais vraiment mené mon enquête là-dessus, mais je te fais confiance. En tout cas, les stats récentes vont dans ton sens. Autre perf sur laquelle tu veux revenir? Tiens, Ferland Mendy, qui on n'attendait pas. On n'attendait pas tellement titulaire. On avait tous les deux quand même des gros doutes sur sa présence parce qu'il y avait une blessure et parce qu'on sait physique fragile. Ce soir titulaire et bah, pour le coup, très bon choix de Carlo Ancelotti.
Ouais, moi je l'attendais pas. Il fait son match, hein. Il fait son match. Il était très costaud défensivement. Il met un but où bah, c'est lui qui a à l'origine de l'action et puis il poursuit sa course et puis il marque. Donc forcément c'est aussi à mettre à son actif. Il marque pas énormément, donc c'est top de le voir marquer, d'avoir le sourire. Il fait un bon match. Je trouve qu'il fait un bon match, donc voilà, très content pour lui. Après, si j'ai envie de comparer l'entrée de Kamavinga pour moi à ce poste-là, je le trouve encore 15 fois supérieur. C'est mieux techniquement, c'est mieux défensivement, c'est mieux offensivement. Je trouve Kamavinga impressionnant, mais après Kamavinga, j'ai l'impression que même si on lui mettait les gants, il serait fort. Je trouve ce joueur absolument divin. Donc si je dois aussi revenir sur une des performances, c'est la sienne. Il n'y a pas de fait notable en fait, il n'est pas décisif et on se dit, bon bah voilà, pourquoi est-ce qu'il en parle, mais je trouve que balle au pied, c'est un gage de sûreté incroyable et il a été énorme. Mais félicitations à Mendy, revenir de blessure et jouer un match à une telle intensité où là, pour le coup, il y avait énormément à faire. Ben, il a fait le boulot. Barça ou Osasuna dimanche? Peu importe la peste ou le choléra. Non, je rigole. Non, le Barça, évidemment, j'ai envie de vibrer et puis qu'on leur casse le cul. Moi, je veux toujours battre le Barça, gagner des titres face au Barça. Donc voilà, finale de Super Coupe. En plus, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, ils nous battent. Donc ce serait une revanche, si je dis pas de conneries. Mhm. Donc oui, oui, il faut absolument les éteindre tout de suite. Loni ne pas. Tu penses? Je pense qu'il va garder la face et qu'il va mettre Lonin, mais qu'au fond Ouais. de lui, il aimerait mettre Kepa. Ouais. En fait, je me dis que si jamais il met Lonin, il envoie un vrai message négatif à Kepa et je pense pas qu'il aura le courage de le faire. Mais à choisir, je pense que je mettrais plus Lonin pour le coup, ouais. Parce que, euh, parce que voilà, Kepa, je pense il a loupé l'occasion. Avant sa blessure, c'était pas mal. Au final, il perd sa place. Son dernier match était déjà pas ultra fameux. Ce week-end, là, c'est pareil. Même si moi, je le trouve pas catastrophique, loin de là. Mais voilà, il y a quand même ce fait-là. Et puis, les arbitres d'AC Marca sont plutôt d'accord avec toi qu'avec moi. Ils disent qu'il n'y a pas faute et que c'est but sur l'action avec Morata. Donc, voilà, on peut pas se permettre d'avoir un gardien qui potentiellement va nous faire une boulette dans les airs par match. Donc avantage Lounine, mais je suis pas certain que Carlo fera ce choix. Ouais, bon, on en reparlera dans quelques jours enfin, quelques jours, très rapidement pour justement cette preview face au Barça ou face à Osasuna. Je pense qu'on a fait le tour pour cette demi-finale. Dites-nous, vous aussi, ce que vous avez pensé de ce match, votre top et flop et tout. Sur ce, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin C'est de à vous comme toujours. Bonne fin de semaine et puis ben, on se retrouve très très vite sur Alphonse. Allez, ciao.